de la con... Salut à tous, samedi 12h45, plus clair, bienvenue pour toute l'actu média. Cette semaine encore, les images, nos enquêtes, les coulisses, nos invités. Au sommaire de ce numéro de Plus clair, le Média Mix. Pour commencer, c'est l'essentiel de la semaine média, en images et en 5 minutes. Nous étions à Créteil cette semaine pour le procès de l'Arche de Zoé. Beaucoup de journalistes, nous avons choisi de suivre les médias africains. C'est notre zoom de la semaine. TNT, les chiffres le confirment, les petites chaînes grignotent des parts du gâteau. Les animateurs qui font grimper l'audience sont sur notre plateau, Laurence Boccolini, Elsa Fayer et Alexandre Devoise. Sur ce plateau également, et c'est un événement, Laurent Ruquier, l'une des stars de France Télévisions. Son agenda est toujours aussi bouqué. Télé, théâtre, il a pris le temps de venir nous en parler. Vos autres rendez-vous, le zapping, l'ITV Télé avec Cyril Hanouna et Julien Courbet, la Webzone et l'Observatoire des séries avec Terminator version télé. Voilà, on commence tout de suite avec l'actu de la semaine, résumé et mixé par Plus clair, c'est le Média Mix, préparé par Karima Hamzaoui et Théodore Bourdeau. C'est parti. Dans le Média Mix cette semaine, d'abord cette information. Les deux journalistes français, Thomas Dandois et Pierre Cresson, ont retrouvé la liberté aujourd'hui, une liberté sous caution. Et les 30 000 € de caution encaissés, ils sont libres. Hier, nous avons rencontré leurs proches. Tout le monde est soulagé, content. Les tensions entre la France et le Niger sont visiblement apaisées. Comme les tensions étaient apaisées, les gens ont pu discuter et s'entendre. Ce vendredi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la bonne nouvelle aux alentours de 10h à peu près. Donc on a su que le juge avait accepté de les remettre en liberté sous caution. Dans quelques heures, ce samedi, l'avion de Thomas Dandois et de Pierre Cresson devrait atterrir à Paris. Ce jeudi soir, en termes d'audience, un homme a mis KO toutes les chaînes du PAF. Vous l'avez bien sûr reconnu, il s'agit de Louis Labrocante. Mais alors ? Ce téléfilm a rassemblé 5 600 000 téléspectateurs. Pourtant, un homme beaucoup plus musclé et un peu plus sexy faisait son retour sur M6 dans un épisode inédit de Prison Break qui n'a malheureusement réuni que 4,5 millions de téléspectateurs malgré de nombreux efforts. Vous tenez vraiment à creuser ? Allez-y. Bref, le match entre Louis Labrocante et Prison Break, ça a finalement donné ça. Il va en tôle. D'accord que j'ai pas vraiment le choix, non. L'autre info du Média Mix, c'est la polémique montée d'un cran ce mercredi. Elle concerne le temps de parole du président dans les médias. J'imagine que vous avez réfléchi à l'ordre de présentation. Pas vraiment, mais depuis 2 semaines, à Plus clair, nous comptons le temps de parole de Nicolas Sarkozy dans les JT nationaux. Et ça donne ça, 62 minutes et 36 secondes lui ont été consacrées, sans compter les 1h40 de conférences de presse diffusées sur France 2 le 8 janvier dernier. Alors je ne sais pas si vous voulez qu'on organise les questions. Non, on n'organise rien du tout. Et je vais essayer de m'adapter. S'adapter, pas sûr que le Parti Socialiste soit d'accord. D'après nos calculs, 50 minutes et 33 secondes de temps de parole dans les JT lui ont été consacrés. Alors forcément, cette semaine, il est monté au front avec lundi une pétition pour l'égalité audiovisuelle lancée par Laurent Fabius qui pour l'occasion a fait le tour des JT. Le président de la République, il peut parler 20 heures sur 24 sur les chaînes, c'est jamais comptabilisé. Voilà maintenant plusieurs mois que François Hollande, premier secrétaire du PS, réclame que le temps de parole du président soit compté dans le temps de la majorité et du gouvernement. Mercredi, nous l'avons donc suivi au CSA. Je viens dire au Conseil supérieur de l'audiovisuel, vous êtes chargé de faire respecter le pluralisme, organiser le pluralisme. Malgré l'approche des élections municipales, cette demande a été rejetée le soir même par le CSA. Depuis 1982, la règle veut que le chef d'État échappe au décompte du temps de parole, affaire à suivre. En attendant, pour l'élaboration de ce sujet, on a consacré 47 secondes au PS et 38 au président, en espérant que tout le monde soit content, enfin presque. Ce soir à 23h15 sur W9, vous découvrirez les finalistes sélectionnés pour le titre de Miss W9 2008. Elles sont 16 et elles pourraient être votre voisine, votre collègue ou même votre copine. On est loin de la cérémonie de Miss France, quoique ces derniers temps, les photos de Valérie Bègue n'arrêtent pas de faire parler d'elle. Mais revenons plutôt à l'élection de Miss W9 2008. Bonsoir à tous. Bonsoir mesdemoiselles. Des jeunes filles sélectionnées parmi les lectrices d'un magazine pour hommes. Au départ, 2000 candidatures envoyées à ces messieurs. On a sélectionné parmi toutes les candidatures qu'on a reçues 100 inconnus, 100 lectrices. On a publié un numéro avec leurs photos. Les lecteurs ont voté. C'est ces finalistes qui ont participé à la finale. Et c'est parmi elles donc
la gagnante a été choisie. Ce soir, Julie Reynaud donnera le nom de la gagnante, mais qu'est-ce qu'elle peut nous dire pour nous donner envie de regarder l'émission, Julie? Nous, c'est l'élection, c'est un peu la girl next door. Ça va être la fille vraiment la plus sympathique. C'est pas forcément la plus belle du monde. C'est pas des extraterrestres avec des mensurations hallucinantes. C'est une fille qui est mignonne, qui est à côté de chez vous et sur lequel monsieur le cadreur, là, il pourrait complètement craquer. Comme pour l'élection de Miss France, il y a un jury, mais la différence, c'est que la gagnante aura le droit à plusieurs pages dans ce magazine qui sort à la fin du mois, des photos dans des poses très suggestives. Ce n'est pas à l'élection de Miss France qu'on verrait ça, n'est-ce pas, Geneviève de Fontenay? De voir ça, les photos trash de Miss France, merde. Cette semaine aux États-Unis, c'était le retour d'American Idol, soit la version US de la nouvelle star, et ça donnait ça. This is American Idol. Direction Philadelphie, la ville où se trouve la statue de Rocky Balboa, mais aussi des chanteurs à voix. When Israel is, let my people go. Et puis des chanteuses en colère contre un des membres du jury. Simon, take it, Simon, kiss my... Des prêcheurs abstinents. No sex allowed. I don't want to be part of your crowd. So I got up and asked for his name. En résumé, tous les genres étaient représentés dans ce premier numéro de la saison 7 qui a quand même rassemblé 33 200 000 téléspectateurs américains. Un bon démarrage, mais il peut mieux faire. Allez, rien que pour le plaisir, un dernier florilège. Next we're moving on. Yeah, me. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. One more time. Après le procès au Tchad, l'Arche de Zoé était devant le tribunal de Créteil cette semaine. Les 8 ans de travaux forcés prononcés à N'Djamena devraient être transformés en 8 ans de prison. Décision attendue le 28 janvier, un procès français très commenté. Et Laetitia Crupin a choisi de suivre les journalistes qui travaillaient pour les médias africains ce jour-là. Créteil, lundi matin, les proches des membres de l'Arche de Zoé arrivent au tribunal. Déjà, une meute de journalistes est sur le pied de guerre. Tous veulent décrocher des interviews des acteurs du procès avant le début de l'audience. Les seuls à s'y prêter, ce sont les avocats rompus à l'exercice. Maître Collard rôde le discours qu'il ressortira toute la journée aux caméras. La France ne soit pas le pays où s'appliquent les décisions des dictatures. Le tribunal n'a demandé aucune accréditation aux journalistes. Du coup, toute la presse est là pour le feuilleton humanitaire et judiciaire de la fin d'année. Pourtant, il y a comme un vide. Les médias africains manquent à l'appel. Passer et venir juste pour un procès et repartir, ça a des coûts et les rédactions ne peuvent pas supporter ces coûts-là. Ce sont donc les journalistes africains basés à Paris, comme Louis Kemayou, qui vont couvrir le procès. Ibrahim Oridota travaille pour le site africaradioprogramme.com. Devant cette affaire très polémique, il reconnaît un parti pris. Dans cette affaire, je suis à la fois observateur parce que le journaliste est un observateur et à la fois un tout petit peu partie prenante puisque je suis africain. Et c'est vrai que le contexte de ce procès est particulier. Beaucoup d'associations de la communauté noire ont fait le déplacement. Les journalistes d'ailleurs s'y perdent un peu en interviewant des leaders extrémistes. Michel Lachkar, lui, a l'habitude de ce genre d'actualité. Toute la journée, il travaillera loin de la meute pour le compte de l'AITV, l'agence africaine de France Télé. Nous diffusons tous les jours une dizaine de sujets pour les pays africains qui n'ont justement pas les moyens de venir à Paris pour couvrir cet événement. C'est suivi sur le continent africain, ça c'est sûr. Ils ont très mal vécu cette affaire de l'Arche de Zoé. Un des temps forts de cette journée de procès, c'est la sortie des avocats. Par ici. Maître Collard, lui, continue sur sa lancée. Ce pays est au banc des droits de l'homme. Mais certains professionnels ne sont pas équipés pour la cohue des télés. Vous ne mettiez pas avec tous les journalistes là-bas? Pourquoi? C'était une mission compliquée parce qu'il y avait beaucoup de dragues qui se levaient. J'avais pas le bras assez long pour atteindre l'interviewer. Tout à l'heure, les 200 que j'ai fait étaient pourris, pour ainsi dire. Là, j'ai quelque chose de consistant qui peut passer au journal. Et le son sera monté dans des conditions un peu précaires. Là, c'est le cas de le dire. Déjà, pour avoir le son, c'était pas évident. Maintenant, pour le transférer, il n'y a pas de bureau, donc on fait avec. Pour son trésor, France 2 a décroché l'interview en direct de la femme d'Alain Pelliga. Alors, les autres journalistes en profitent. Quand on a entendu le procureur de la République, il ne nous laisse pas beaucoup de portes, de possibilités de sortie. Merci d'avoir accepté.
À 15h, fin de l'audience. Pour les journalistes, la sortie de la cour, c'est la dernière possibilité d'avoir les interviews pour le 20h. J'en ai marre de te rattraper. Ouais, tu sais, moi je deviens vieux, donc je tire plus sur mes cannes. Ibrahim, d'Africa Radio Programme, s'interroge sur l'article qu'il doit rédiger, surtout en ce qui concerne le Tchad. Un pays qu'on a ici auprès de toi décrit avec des termes qui sont très très durs, que je ne peux pas répéter. Pourquoi vous ne pouvez pas répéter ces termes? Oh, parce que non, il ne faut pas... Je pense que quand on est journaliste, on n'a pas le droit d'en rajouter. Maître Collard a en effet fini la journée en beauté. Ce jugement tchadien pue. Il pue l'injustice, il pue la violation des droits de l'homme, il pue le racisme. Parce que là-bas, on a été traité de sale blanc. Pour l'AITV, Michel Lachkar choisira de ne pas reprendre les violents propos de l'avocat et évoquera la présence des associations noires. Mon travail, c'est un travail de médiateur entre une vision du Nord et une vision du Sud. Et que ces deux visions puissent se parler. La réaction en Afrique, il faut savoir qu'elle risque d'être forte, donc c'est un exercice difficile. Le lendemain, son reportage, livré clé en main, images et commentaires, a fait le tour des télés nationales d'Afrique. Respect de la Convention européenne des droits de l'homme qui donne droit à un procès plus équitable ou respect de la souveraineté tchadienne. Les juges rendront leur décision le 28 janvier prochain. L'année 2005 a été celle du lancement de la TNT, l'année 2007 est celle de son décollage. Les audiences viennent de tomber, TMC, W9, NT1 font toujours partie du peloton de tête et gagnent du terrain. Laurence Boccolini, Alexandre Devoise et Elsa Fayer ne sont pas étrangers à ce succès. Pourquoi leur émission marche? Sont-ils des animateurs comblés sur la TNT? On va leur demander tout de suite et ça tombe bien puisqu'ils sont là. Bonjour et merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Bonjour Charlotte. Bonjour. Laurence Boccolini, vous animez tous les soirs le Mur Infernal sur TMC. Elsa Fayer, vous, c'est la chaîne NT1 avec Jury de Stars et Alexandre Devoise. Vous ne m'en voudrez pas, j'ai commencé par les femmes. Ah non, avec grand plaisir. Je suis plutôt bien entouré. Vous vous éclatez, vous faites le petit fou sur W9 avec La Fureur, le retour. C'est ça, exactement. On va parler des émissions que vous animez tous les trois, mais avant, je voudrais qu'on regarde ensemble un petit bilan de la TNT en images, doublement de l'audience, progression des mini-généralistes, comme on les appelle, W9 et TMC. Les grandes sœurs RTN ont-elles du souci à se faire? Laetitia Krupa. C'est une étape symbolique. Pour la première fois, une chaîne de la TNT, TMC, fait le même score qu'Arte, 1,7% de part d'audience en décembre. La TNT grignote de plus en plus les parts de marché des 6 chaînes historiques. À cause de cela, TF1 repasse régulièrement sous la barre des 30%. Mais pourquoi cet engouement pour la TNT? L'avantage de la TNT, c'est gratuit. Et on fait ce qu'on veut. Si je veux de la fiction, je la choisis. Et je la choisis au moment où je le souhaite. Au tableau des audiences, derrière TMC, on retrouve W9, Gulli et NT1. Dans ce peloton de tête, un point commun, les principaux actionnaires de ces chaînes sont de grands groupes audiovisuels. TF1 pour TMC, AB Group pour NT1 et M6 pour W9. W9 bénéficie du savoir-faire d'M6 sur des cibles adultes et jeunes. Et c'est bien justement de jouer sur les synergies des grands groupes de communication. Pourtant, on ne peut pas dire que l'offre des programmes soit particulièrement originale. En fait, la TNT joue sur la contre-programmation en prime time, des films ou des émissions de variété quand les grandes chaînes proposent des séries. Bonjour à tous. Vous aimez les défis? Ça tombe bien, eux aussi. Les animateurs, c'est l'autre carte secrète des petites chaînes qui montent. La TNT a réussi à attirer des noms connus. C'est un moyen pour ces chaînes de se faire connaître. C'est vrai qu'on ira peut-être voir ce que fait Alexandre Devoise sur W9. Si on a aimé Laurence Boccolini sur TF1, on dira peut-être je vais jeter un coup d'œil. Et normalement, si ça nous plaît, on les consommera et on les consommera encore plus. Sur NT1, Elsa Fayer a pris les commandes d'une émission qui marche de plus en plus fort. Bonsoir à tous et bienvenue dans Jury de Stars, la seule émission de classement People qui égratigne les people. Laurence Boccolini, elle, réussit à divertir près de 300 000 téléspectateurs chaque soir avec le Mur Infernal. Le seul jeu du PAF où les candidats, au lieu de gagner des briques, les prennent dans la figure. Quant à Alexandre Devoise, il a fait doubler la tranche musicale du samedi sur W9 en reprenant un concept à succès. Applaudissements pour nos charmantes danseuses, s'il vous plaît. Et la TNT n'a pas fini de faire parler d'elle. En 2012, tous les foyers français devraient être équipés.
Laurence, vous dites que la grande différence avec la TNT, c'est que vous n'avez pas la pression de l'audimat. Mais avec le succès qui arrive, il va se passer ce qui se passe avec les grandes chaînes. La pression, elle est là un peu quand même, non? Je pense, non, là, non. C'est-à-dire que vous commencez une nouvelle émission, c'est sûr que si elle ne fait pas d'audience ou si elle ne rencontre pas la promesse que vous avez faite au départ, c'est un peu décevant pour tout le monde. Mais ça reste de la télévision quand même. Non, je pense que la grande différence, c'est le salaire, je pense, sur les... c'est tout, vous êtes moins bien payé. Vous avez dit que vous gagnez 10 fois moins qu'à TF1 ? À peu près, oui. Non, je ne sais pas combien je gagne enfin, moins qu'à TF1, mais c'est vrai que c'est aussi un choix de se dire, voilà, j'ai plus envie de confort, de ce confort-là. J'ai envie de faire des choses intéressantes qui me ressemblent et si le prix à payer, c'est d'être moins payé, welcome. Ce qui change, c'est que ces petites chaînes, entre guillemets, recrutent des animateurs qui sont déjà connus. Confirmés ou c'est ça? Oui, confirmés. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, l'évolution, Elsa, c'est que ces chaînes attirent sur des noms, font venir le public sur des noms? De toute façon, que ce soit les chaînes hertziennes ou les chaînes de la TNT, c'est toujours le même principe. Évidemment, si vous prenez une personne qui a déjà une petite carrière ou qui a déjà un nom, évidemment, pour l'émission, ça va faire en sorte que les médias vont commencer à en parler, la presse va suivre, donc évidemment, ça va servir le programme. Maintenant, je trouve que si la TNT prend un essor assez important ces derniers temps, c'est aussi parce qu'on se permet une originalité qu'on ne retrouve pas forcément sur le hertzien et qu'il y a une réactivité qui est très différente du hertzien. Les émissions peuvent se mettre en place plus facilement, plus rapidement et donc correspondre peut-être un petit peu plus à l'air du temps. C'est pas un peu un cliché, l'originalité? On a eu tous les discours sur la télé-labo, des nicheuses de talent, on fait pas pareil. Maintenant, on s'aperçoit qu'elles font pareil, elles recrutent des... Pas toutes, je pense qu'il y a quelques programmes qu'on peut proposer sur diverses chaînes, que des grandes chaînes hertziennes en tout cas. Aujourd'hui, on le voit très bien, il y a une prise de risque minimum. Là, il est vrai, et je me répète, la possibilité d'essayer, de s'essayer... On vous laisse plus de temps, par exemple, pour installer l'émission? Et plus de temps pour installer l'émission. Enfin, sans parler que de ma pomme, c'est vrai que la fureur, au début, ça bricolait. Aujourd'hui, l'émission tourne très très bien. C'est un vrai confort aussi. Et les conditions d'enregistrement, est-ce que c'est tout concentré sur une journée? Vous enregistrez plus, vous bossez plus? Personnellement, oui, puisqu'il m'arrive très souvent d'enregistrer 2 émissions le même jour. Oh, de la chance. Je crois que Laurence en enregistre un peu plus que moi, donc je dois être vernie sur ce coup-là. Mais bon, voilà, c'est des contraintes qu'on accepte parce que, on a aussi un plus joli plateau si on en tourne plus, on a des invités peut-être un peu plus prestigieux si on en tourne plus, on peut se permettre de faire un peu plus de choses quand on en tourne plus sur la même journée. Donc voilà, moi, ça me dérange pas. Oui, non, les journées sont denses, les journées de tournage beaucoup plus denses. Oui, non, on met en gros 6 émissions de 90 minutes en 2 jours en boîte. Donc c'est plutôt physique, mais voilà, on est porté par tout ça et que ça carbure. Laurence, vous reconnaissez, vous l'avez dit vous-même, que le mur infernal, c'est pas le jeu le plus intellectuel du PAF. Après 6 ans à mater des cerveaux, je mate des corps. Oui, c'est vrai. Vous avez bien d'autres talents, celui de chroniqueuse, d'écrivain. Est-ce que de comédienne aussi, oui. Est-ce que vous ne pensez pas que vous méritez mieux à la télé aujourd'hui? Alors, je mérite mieux. Non, mais c'est toujours très difficile. Ça voudrait dire que ça, c'est quelque chose que j'ai accepté faute de mieux. Alors, je n'ai pas accepté ça faute de mieux, puisque ça s'est fait avant que je quitte TF1. Christophe m'a envoyé un mail avec Christophe de Chavannes en me disant « Regarde ce truc, c'est super marrant, c'est un machin japonais. » Et je trouve ça très drôle. Je me suis dit, si un jour on pouvait le faire, ce serait bien. Maintenant, tout le monde connaît les raisons pour lesquelles j'ai malheureusement quitté TF1 de mon plein gré. C'est parce que c'est vrai, là, je pensais que je méritais, au bout de 6 ans, mieux que ce qu'on me proposait, c'est-à-dire rien. Vous, Alexandre, vous vous rapprochez en quelque sorte d'M6, puisque vous allez présenter La Nouvelle Star, ça continue. Oui. Alors, c'est le programme qui est présenté sur W9, après le Prime... Le truc qui ne marchait pas sur M6 Après La Nouvelle Star, le Prime de M6. La Nouvelle Star sera présentée, c'est ça Charlotte, pardonnez-moi, La Nouvelle Star sera présentée dans un premier temps sur M6 par Virginie Efira, le fameux Prime de La Nouvelle Star, puis ensuite en direct. Voilà la bonne nouvelle. Il y aura un lien, je dirais, direct avec W9, avec La Nouvelle Star, ça continue, où pour le coup, il y aura des envoyés spéciaux, toute proportion gardée, dans les coulisses. Nous recevrons certains membres du jury, les gagnants, les perdants. Voilà, ce sera tous les jeudis, je pense. Vous êtes l'animateur qui monte sur W9, très clairement. On me confie pas mal d'émissions, visiblement les émissions tournent, et je suis plutôt content qu'on mise sur moi aussi.
D'autres projets, que ce soit sur la TNT ou sur les autres chaînes, tous les trois, je vais commencer par vous, Elsa. Oui, je suis l'animatrice du Partouche Poker Tour qui sera diffusé sur Eurosport à partir du mois de mars, je crois. Bon, vous, on l'a dit, Alexandre, il va y avoir la Nouvelle Star, ça continue. C'est ça. Laurence, d'autres projets avec la télévision, on parle d'un téléfilm avec Pierre Arditi, on en est où? Alors, moi, je suis en train d'écrire un téléfilm pour Pierre Arditi qui s'appelle Festival, qui est sur l'histoire d'un jury de festival paumé en province. Pour Pierre. Pierre, que vous avez rencontré sur le tournage oui, de Tu peux garder un secret d'Arcadie qui sort le 7 mai. Voilà. On s'est bien entendu. J'ai écrit une pièce de théâtre aussi qui s'appelle Tir payant sur les cures. Les cures, oui, les femmes en cure, mais pas thalasso, pas thalasso. Voilà, c'est une pièce assez, une pièce qui se veut drôle, voilà. J'ai un bouquin et puis depuis que je suis partie de TF1, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contacts avec d'autres chaînes, beaucoup de boîtes de prod, beaucoup de choses qui se mettent en route et d'autres choses avec Coyote qu'on est en train de développer. Comme quoi, par exemple? Peut-être pas des jeux. Peut-être pas des jeux. Non, pas des jeux. On n'est pas en train de développer des jeux. Un petit indice alors. Non, non. Une petite piste, sympa. Une petite piste, mon Dieu. Pas du tout, je verrai bien. Et puis je suis toujours aux grosses têtes. Donc en fait, je suis assez occupée. Voilà. Eh ben merci en tout cas à tous les Charlotte. trois d'être venus sur ce plateau nous parler de vos succès respectifs sur la TNT. On va passer à notre Bug TV quand la télé dérape, perd le contrôle et devient presque absurde. C'est la sélection hebdomadaire de Vincent Calvet. Cette semaine, dans Bug TV, on a suivi l'histoire d'Alexandra dans Confession intime. Pour elle, son chien passe avant tout le reste. Pour qu'il ait la laine fraîche, elle n'hésite pas à lui brosser les dents. Et tous les soirs, son copain voudrait vraiment que le chien ne soit pas dans le lit. Il dort ici, là. D'où il va dormir par terre, le chien? Mais il devrait peut-être s'inquiéter de la présence d'une équipe de tournage de TF1 dans sa chambre. Et oui, pour tourner cette séquence, cela signifie que dans la chambre, en plus du chien, il y a aussi un caméraman, un ingénieur du son et un journaliste. Et dire que c'est le chien que l'on vire en premier, on comprend qu'il trouve cela injuste. Lundi soir, M6 nous proposait Stop au découvert, une émission dans laquelle un coach financier venait sauver des familles surendettées. Ce coach, c'est lui, Gilles Geoffroy, un nouveau héros de notre temps. Gilles, il est toujours impeccable, efficace et modeste avec ça. Le challenge est très relevé, je suis pas du tout sûr d'y arriver. Un vrai surhomme, mais on s'est vite rendu compte qu'avoir un surhomme à la maison, ce n'est pas que du bonheur, il est très vite collant. Je suis venu aussi vite que je pouvais. Et il est assez lourd, pour être sûr de bien se faire comprendre, il dit toujours les choses deux fois, Je suis avec vous jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est très bien, c'est très bien. Mais ça compte, ça compte. On est battu là, ça y est, on est battu. Ou alors il répète ce qu'on lui dit. Ils y sont pour rien. Vous êtes en train de me dire, ils n'y sont pour rien. C'est encore un nouveau combat. C'est un nouveau combat. Puis on va se battre, quoi. C'est un nouveau combat et on va se battre. C'est aussi un expert en chiffres, mais alors question vocabulaire, c'est pas super. Super, c'est génial. Super, c'est super. Ouais. Il est insupportable et le pire, c'est qu'il ne se rend pas compte à quel point les gens n'en peuvent plus de lui, même à la fin. Le challenge est relevé. Je vous laisse, je prends la veste et le sac. J'ai d'autres feux à éteindre. D'accord. Et voici la phrase de Nikos de la semaine. C'était lundi dans la Star Academy. Nikos nous a expliqué à sa façon que les élèves étaient de plus en plus libres. Nos jeunes artistes doivent choisir leurs chansons, établir eux-mêmes un découpage. Bref, les profs leur donnent quartier libre. Donner quartier libre, bien sûr Nikos aurait pu dire carte blanche, mais ça aurait été trop simple, à moins qu'à la Starac, en ce qui concerne les textes. On frôle juste l'irrespect et le laxisme. À suivre, après la pub, le zapping, l'ITV Télé, cette semaine Cyril Hanouna et Julien Courbet, l'Observatoire des séries, la télé des voisins. Vous retrouverez aussi la Webzone et bien sûr notre invité Laurent Ruquier, c'est juste après la pub. Retour sur le plateau de Plus Clair, tout de suite comme promis, le zapping. Quand deux personnalités de la télé font les questions et les réponses, ça donne l'ITV Télé cette semaine Cyril Hanouna et Julien Courbet, on regarde. Est-ce qu'il y a une personnalité avec qui on t'a déjà confondu? Sébastien Follin. Si Nicolas Sarkozy présentait une émission de télé, ce serait laquelle? Le téléachat. Regardez cette épluche aiguë. C'est ça qui relance l'économie. Est-ce que tu trouves que Julien Lepers en fait trop quand il anime? Ouais. Un petit plaisir. Chante-moi ton générique de télé préféré. Déjà la voix, New York Unité Spéciale. Dans le système judiciaire américain. Faut quand même en avoir. Puis après, il y a le petit orgue, là. Là, c'est façon un peu gouaille, mais les gens ont reconnu. Quel est l'animateur télé que tu aimerais relooker?
Je veux dire, mon copain Jean-Luc Reichmann, tu le connais bien, on a fait une émission ensemble avec lui, et il a toujours des cravates vert vif avec des chemises noires. Enfin, peut-être que c'est bien, mais moi je lui ferais pas mettre ça comme ça. T'as vu que c'est la grande mode, les chiens, hein, comme Michel Drucker par exemple. Toi aussi, tu les aimes? Non, mais comme mon chien, j'aime Michel Drucker par contre. Bon, on va balancer un petit peu, allez. Est-ce que tu connais un animateur télé qui porte une perruque? Oui. Jean-Michel Apathy. Ton rituel avant de passer à l'antenne, Julien? Je pense à mon papa, qui est mort, et je fais un signe de croix, et je lève la tête au ciel, et je lui dis 2-3 mots. Voilà. Si tu devais embrasser quelqu'un sur la bouche, j'ai bien dit sur la bouche, quel animateur ou animatrice choisirais-tu? Il y en a beaucoup. Je vais dire, quand même... Ah non, Audrey Poulevard, du 19-20. Pas que sur la bouche, d'ailleurs. J'aime bien, c'est macabre. L'émission qui te déprime. Alors, le jour du Seigneur, c'est vrai qu'on pourrait parler, je suis chrétien moi-même, mais on pourrait le faire avec un petit peu plus de gaieté. Allez, montre-nous ton don de chanteur. Chante-moi ton générique d'émission préférée. Vous l'avez reconnu. Tu écris tes mémoires, tu leur donnes quel titre, et pas sans aucun doute. La régie ne fera plus le numéro. On a tous un ennemi dans le PAF. Allez, donne-moi juste les initiales de ton pire ennemi. PD. Le hasard. Voilà, une interview croisée réalisée par Alexandre Pérez. Vous retrouvez Cyril Hanouna aux côtés de Jean-Pierre Foucault dans La Bonne Touche sur RTL tous les matins. Et il sera à partir du 4 février sur France 4, dans Plié en 4. Julien Courbet, quant à lui, est sur RTL et sur TF1, sans aucun doute. C'est le vendredi à 23h25. Il y a eu Terminator 1, 2, 3. Il y a maintenant la série télé The Sarah Connor Chronicles. Sarah Connor et son fils sont en cavale, fuyant toujours les robots venus du futur. Gros pari pour la Fox. Le premier épisode diffusé dimanche dernier a fait un carton, mais depuis, l'audience a chuté. Alors Terminator résistera-t-il à la télévision? Vincent Calvet. Dimanche dernier, sur la chaîne américaine Fox, on a découvert The Sarah Connor Chronicles. C'est bien sûr l'adaptation en série télé de la saga Terminator. Une saga créée par James Cameron en 84 avec bien sûr Schwarzy dans le rôle du méchant robot, à l'époque un vrai carton. C'est ça qui a fonctionné. Le fait d'utiliser un thème de SF classique, l'intégrer dans un film de genre contemporain, urbain, brutal, avec un personnage de robot complètement hallucinant tel qu'on l'avait jamais vu au cinéma. Avec The Sarah Connor Chronicles, la Fox espère bien réveiller un peu la franchise Terminator. L'homme qui a développé cette série pour la télé, c'est Josh Friedman. Il a travaillé sur le scénario de La Guerre des Mondes et du Dahlia Noir. Cette fois, à la place de Schwarzenegger, on a le droit à 2 nouveaux Terminators. L'un très méchant venu tuer John Connor et une autre toute choupine venue le protéger. Come with me if you want to live. 18 millions d'Américains ont suivi dimanche le premier épisode, mais il n'était que 10 millions le lendemain pour la suite. Ce n'est pas bon signe, c'est vrai qu'on est parfois assez loin de l'univers SF oppressant des premiers films. Half an hour. One bag. Plus the guns. I'll make pancakes. Et si aujourd'hui la Fox propose une série télé Terminator, c'est aussi pour préparer son retour sur grand écran. Ils ont voulu le faire à la Matrix, si tu veux. C'est-à-dire sortir une série télé Terminator, The Sarah Connor Chronicles. Et relancer une nouvelle trilogie. Donc il y a une nouvelle trilogie qui est carrément prévue. The future's ours. And it begins now. En France, The Sarah Connor Chronicles ce sera sur TF1, mais la date de diffusion n'est pas encore connue. Ce soir sur France 3 seront diffusés les 2 premiers épisodes d'une des séries françaises les plus étonnantes du moment. Les Oubliés, c'est l'enquête obsessionnelle d'un capitaine de gendarmerie qui traque un tueur en série depuis 15 ans. D'habitude, il ne laisse jamais de message. C'est plutôt bon pour vous, ça, plus il y a de traces, plus il fait de conneries. Oui, mais pourquoi se mettre à en faire maintenant, après 15 ans? Une série sombre qui surprend par sa réalisation soignée, son image désaturée, bref un ovni dans l'univers des séries françaises. Je me suis rendu compte il y a 3 ans, en tant que téléspectateur, que je regardais plus de séries que de films. Et je me suis dit, j'ai regardé ce qui se passait en France et je me suis dit, ben voilà, il y a des choses à faire. Et puis Les Oubliés sont nés de cette constatation et de cette envie de faire une série qui change. Cette série nous étonne dès son générique, plutôt gothique. On voit rarement ça le samedi soir sur France 3. Ça m'a troublé, je dois dire, ça m'a troublé. Et puis,
Mais ça me plaît, parce que ça permet de rentrer dans l'atmosphère du film. Le sens de ce générique, c'était de dire, voilà, on raconte l'histoire d'un personnage qui va se décaler de la réalité, qui plonge petit à petit dans ses troubles de la mémoire, dans sa maladie, qui plonge dans une autre réalité. Si cette série est novatrice, elle n'oublie pas de respecter les règles du genre avec un cliffhanger à la fin de chaque épisode. C'est à la fin de l'épisode, il se passe un truc tout d'un coup incroyable et ça te donne envie de rester pour la page de pub. Et il ne reste plus qu'à espérer que les oubliés donnent des idées à la production audiovisuelle française. J'espère que d'autres vont proposer d'autres univers décalés, des comédies, des polars, des séries fantastiques. Il y a 1 milliard de choses à faire. Faut oser, quoi. Et puis c'est pas... Si on cherche le résultat immédiat, c'est cuit, c'est mort, on est mort. Ça s'est passé l'été dernier, Noah et Luc se sont enfin rendus compte qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Noah et Luc sont 2 personnages du soap-opéra As the World Turns, diffusé aux States tous les après-midi sur la chaîne CBS. Et depuis, cette scène est devenue culte. Elle a été vue plus d'1 million de fois sur Internet. Noah et Luc sont maintenant de véritables icônes. Il faut dire que c'est la première fois aux États-Unis dans l'histoire des soap-opéras que 2 hommes s'embrassent. Mais depuis, rien ne va plus. Si dans le feuilleton, l'idylle entre Noah et Luc se poursuit, il n'y a plus eu de baiser entre eux à l'image. Forcément, des associations gays en redemandent. Du coup est née sur Internet une campagne de mobilisation pour convaincre CBS qu'un seul bisou en 6 mois, ça ne fait pas beaucoup. Un site a demandé aux internautes d'envoyer à CBS des chocolats Kisses, soit bisous en anglais. Le but que Noah et Luc puissent à nouveau se rouler des pelles, on attend de voir. Est-ce qu'on a tout dit sur Laurent Ruquier? Eh bien non, parce qu'il va toujours plus vite que la musique. Une émission, de la radio, la télé, la production, le théâtre. Laurent Ruquier a toujours un projet d'avance. Est-il content sur France 2? Va-t-il continuer? Quels sont ses projets? Quelles sont ses envies? On va pas se gêner, on va lui poser ses questions. Bonjour. Bonjour Laurent, je suis ravie de vous avoir sur ce plateau. Pour commencer, je voudrais avoir votre sentiment sur l'annonce toute récente de Nicolas Sarkozy, qui a lancé un pavé dans le PAF en annonçant que donc il n'y aurait plus bientôt de publicité sur France Télévisions. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous y croyez? J'y crois. Oui, bien sûr. Je pense que s'il l'a annoncé, c'est qu'il va le faire. Mais je trouve que c'est plutôt une bonne idée au départ, évidemment. Pas de pub. On sait que les téléspectateurs zappent pendant la publicité. Donc si on peut avoir plus de téléspectateurs grâce à ça, tant mieux. Maintenant, le problème, ça va être les moyens financiers pour faire les émissions et pour payer le personnel du service public. Est-ce qu'on aura les mêmes moyens qu'avant? C'est ça toute la question. Donc ça, on le saura dans quelques mois. Oui, vous avez dit que le tunnel de pub qui précédait votre émission, par exemple, le samedi soir, on n'est pas couché. C'est plutôt un handicap pour vous. On a fait par exemple un très bon score samedi dernier avec On n'est pas couché. On ferait ce score-là tous les samedis si effectivement notre programme démarrait avant la fameuse, la série de séries, si j'ose dire, qu'il y a sur TF1 le samedi soir en seconde partie de soirée. Ce samedi dont vous parlez, vous avez frôlé les 2 millions. C'était un très bon score. Oui, c'est vraiment uniquement une question de calage. C'est vraiment pas dû au contenu de l'émission. Le jour où à France 2, on saura aussi bien caler les émissions qu'ils le font à TF1, vous verrez qu'on fera tous de meilleurs scores. C'est une question de programmation. Cette télévision de qualité, justement, qui se profile, là, cette télévision publique de qualité, d'excellence dont parle notre président de la République, vous pensez en faire partie, que vous allez en faire partie? Comment vous la voyez? J'en sais rien. J'allais dire je m'en fiche. Non, pas tout à fait. Mais en fait, franchement, moi, je fais des émissions quand on me le demande. Si je corresponds à ce service public-là, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis. Mais oui, autrement, j'ai l'impression, moi, en tout cas, de remplir le cahier des charges du service public, dans le sens où je fais des émissions à la fois populaires, mais aussi qui peuvent parler de la culture. Alors, vos émissions, parlons-en. On n'a pas tout dit. En septembre, vous êtes rentré dans une période de turbulence, comme on dit en avion, dans les avions. En tout cas, ma rentrée la plus difficile, c'est sûr. Ça va mieux? Vous êtes passé de 13% de part de marché en moyenne à 16%. Voilà, on navigue entre 14 et 16 en ce moment. Comment vous avez vécu cette période difficile? Est-ce que ça a été tendu avec la direction de France 2? Tendu avec la direction, non, ça sûrement pas. Tendu en tout cas entre nous, même ne serait-ce qu'au sein de la prod avec Catherine Barma, parce que mais pas au point de se fâcher ou quoi que ce soit, mais au point d'essayer de réfléchir et d'avoir des brainstorming parfois un peu compliqués pour essayer de comprendre ce qu'il fallait faire et pourquoi surtout ça n'allait plus. Autre piste de réflexion sur le
démarrage tout doux de cette émission à la rentrée. Vous avez dit également à l'époque que vous n'étiez pas aidé par les programmes qui précédaient. Il y avait les 60 secondes du Colisée à l'époque qui a été depuis passé à la trappe. Ça va mieux avec Rex? Oui. Oui, c'est un chien de sauvetage. Mais non, mais on voit bien que c'est une case difficile de toute façon. Moi, ça fait déjà 7 ans que je suis dans cette case. Je ne sais pas si ce sera la dernière ou pas de saison. J'imagine que vous allez me poser la question, je vous réponds d'avance. J'en sais rien aujourd'hui. Mais en tout cas, 7 ans, c'est déjà beaucoup. À propos d'Europe 1, vous avez dit un jour, j'ai eu l'impression d'être un meuble qu'on oublie de cirer. Vous avez cette impression aussi à France 2? Parfois aussi, oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est bien, d'ailleurs, que de temps en temps, l'été ou pendant les fêtes de fin d'année, comme ça a eu lieu récemment avec C'est pas tous les jours Noël, c'est bien de temps en temps que la chaîne s'aperçoit qu'en mettant d'autres programmes, on ne fait pas forcément mieux que ce qu'on fait nous. Et c'est bien parce que de temps en temps, la chaîne se dit, tiens, le meuble qu'on a là, finalement, il n'est pas facile à remplacer par un autre. Alors, les chroniqueurs, c'est un peu la valse chez vous. Certains téléspectateurs ont peut-être été déroutés, justement, en septembre, du changement de chroniqueurs. Ils étaient habitués à certaines têtes et puis voilà. Ça, alors, pour le coup, c'est une vraie demande de la chaîne. Là, moi, je n'y suis pour rien. Franchement, si j'avais pu faire une année avec les chroniqueurs... Vous regrettez d'avoir changé de chroniqueur? Pour certains, je regrette de ne plus travailler avec eux. Je continue à m'amuser avec eux à la radio, d'ailleurs. Moi, je pense à des gens comme Caroline Diamant, Elsa Fayer, Annie Lemoine, qui était parfaite dans l'émission. Il y a des tas de gens avec qui j'aime beaucoup travailler et qui sont plus dans cette émission. Mais c'était une demande de la chaîne. Mais si j'avais écouté la chaîne, d'ailleurs, on ne verrait plus non plus Pierre Bénichou, Gérard Miller et d'autres. Pourquoi Quels sont leurs arguments quand ils vous disent... Le succès de l'émission, c'était avant tout des grandes gueules. Et je pense aussi à Christine Bravo, par exemple, heureusement, que j'ai gardé. Est-ce que vous voulez dire, pour être très clair, que la chaîne vous a demandé d'avoir des personnalités un peu plus lisses? Non, c'est pas ça, mais ils ont eu l'impression, période électorale oblige, que les personnalités qu'on avait sur le plateau étaient parfois un peu trop insolentes vis-à-vis de la politique, du gouvernement, parfois un peu trop à gauche. C'est pas seulement la chaîne, c'est aussi les observateurs, on va dire, dans la presse. Alors, est-ce que c'était dans un but précis? J'en sais rien, mais en tout cas, on a été un peu victime d'une sorte de diabolisation de l'émission en termes de politique. On vous a reproché pendant la campagne de trop pencher à gauche. Oui, ce qui est idiot, parce que franchement, et quand bien même, s'il y avait eu une émission qui penchait un peu à gauche, ça faisait pas de mal dans le paf, non? Puisqu'on parle de ces chroniqueurs, on a demandé à certains de vos camarades de vous poser une question. C'est assez simple, vous connaissez le principe par cœur. Vous avez le choix entre 4 personnes. Alors, on y va. Mustapha, Pierre Bénichou, je vais prendre Mustapha, Christophe Alévêque et Éric Nolot quand même. Mustapha, ça va faire plaisir à tout le monde. Bonjour Laurent, bon bah voilà, c'est écrit un petit peu partout dans la presse, on s'est séparés il n'y a pas très longtemps, c'est une vraie douleur pour moi. Alors la question que j'avais envie de te poser aujourd'hui, c'est comment on s'organise pour les gosses, voilà, parce qu'ils demandent leur papounet en chialant, le petit Stevie, le petit Michalak, là ça va pas trop en ce moment, à la maison, j'en chie, donc j'aimerais que tu me viennes en aide, donc essaie de faire quelque chose pour savoir comment on s'occupe d'eux. Essaie de me dire ça la semaine prochaine sur Europe 1. D'ici là, je t'embrasse. Ciao. Mustapha qui est parti donc chez Thierry Ardisson, précisons-le. J'amènerai les enfants de temps en temps à Europe 1 pour qu'ils continuent à les voir. Voilà. En ce moment, vous êtes à l'adaptation et à la production d'un texte espagnol, El otro lado de la cama. Vous parlez mieux espagnol que moi. El otro lado de la cama de David Serrano et Roberto Santiago. Ce sera au Bouffe Parisien à partir pièce espagnole du 12 février. Adaptée par moi en français, mais avec un titre anglais. Oui, vous n'avez pas simplifié. Voilà, c'est une pièce européenne, en fait. L'histoire. Ah, écoutez, c'est 2 couples qui sont très amis et dont on va s'apercevoir qu'il y a un peu plus de l'amitié que... Ça s'embrouille un peu. Oui, ça s'embrouille un peu, mais c'est même plus qu'entre les couples parce qu'il y a 7 personnages qui ont quelques histoires. Il y a beaucoup de sexe. Voilà, si vous aimez le sexe, venez. Bon, vous êtes assez bon pour les slogans, vous savez vendre votre... Vous avez répété souvent, à longueur d'interview, que votre métier, c'était l'écriture, c'était humoriste, c'était saltimbanque, et que la télé n'était pas un métier. Quel est le déclic qui ferait qu'à un moment, vous dites, j'en ai marre, j'arrête? Par exemple, que ma pièce Open Bed fasse un carton jusqu'en septembre. J'ai une autre pièce qui est déjà terminée, qu'on cherche à monter avec Patrice Lecomte comme metteur en scène, si on a les bons comédiens. Je vais vous dire, franchement, la pièce là que je prépare, la prochaine, si je sais qu'en 2009, cette pièce-là va se monter avec les comédiens que je souhaite, croyez-moi, c'est pas sûr qu'on me voit l'année prochaine à la télévision. Je voudrais terminer avec une petite interview qui dure 60 secondes. Allons-y. Donc voilà, vous êtes prêts? Je suis prêt. Comme vous aimez la politique et la télévision, je ne sais pas dans quel ordre, on a préparé Je préfère la politique à la télévision. Un petit questionnaire sur les membres du gouvernement. Si les membres du gouvernement devaient animer une émission télé, ce serait laquelle? On y va? On y va, on essaie. 60 secondes, top, c'est parti. François Fillon.
Alors, je dirais Déco, l'émission de Déco, parce qu'il fait un peu plante, quoi. Rachida Dati. Rachida Dati, sans aucun doute, parce qu'on a l'impression vraiment, alors qu'elle ne doute de rien. Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, c'est pas facile, lui. Hein. J'ai pensé à une ancienne émission qui s'appelait Ambition. Voilà. Ah oui. Ambition, oui. Je crois que c'est Bernard Tapie qui animait cette Exactement, dans les années oui, 80. son ambition, c'est quand même de remplacer Fillon. Jean-Louis Borloo, j'ai transformé le titre d'une émission, c'est plutôt un calva l'addition. Un café l'addition. Michel Alliot-Marie. Michel Alliot-Marie, la Première Compagnie, l'émission qu'animait Laurence Boccolini un temps. D'accord. Bernard Kouchner. Bernard Kouchner, c'est plutôt... on a tout essayé. Fadela Amara. Fadela Amara, c'est Les Amours avec... Ah non, elle, c'est plutôt la nouvelle star. Ah oui, je l'aime bien. Ah bien, vous me montrez. Ça dépend parce que Fadela Amara ou Ramayad, parce que vous m'avez dit Fadela Amara, j'ai vu Ramayad. Alors c'est pour ça que Ramayad, on y va. Alors, Ramayad, elle, c'est la nouvelle star. Je l'aime bien. Alors, le chrono est terminé, mais je ne peux pas renoncer à vous demander Nicolas Sarkozy quand même. Nicolas Sarkozy, c'est pop star. Voilà, ils ont du boulot pour les années à venir. Et vous aussi. Merci en tout cas d'être venu nous en parler sur ce plateau. On va passer sans transition à notre télé des voisins. Vous connaissez peut-être Next, diffusé sur Virgin 17, le speed dating, version télé-réalité déjà culte avec ses post-ados en quête de l'âme sœur. Derrière ce programme se cache une femme, une productrice américaine très puissante. Son nom, Calissa Miller. Son truc, c'est la petite rencontre déclinée sous toutes ses formes et pas forcément les plus classes. Rencontre, Julien Dugast avec Didier Alouche à Los Angeles. Aujourd'hui aux États-Unis, on compte plus d'une dizaine d'émissions de speed dating. Tu es éliminé. Derrière la plupart de ces formats se cache une femme installée ici à Los Angeles, Calissa Miller. Bienvenue, come on in. Sa carrière, Calissa l'a débutée à la télé en travaillant pour MTV sur la côte ouest. J'ai choisi de produire des shows où des jeunes se rencontrent parce que c'est ce que je préfère. Dismissed, Date My Mom, Kiffe ma mère en français, Next ou encore Exposed et son fameux détecteur de mensonges. J'aime les sports extrêmes. Est-ce que vous faites du snowboard? Ouais. Oh. Espèce de baratineur. Tous ces programmes ont été pensés et fabriqués par Calissa. Et à chaque fois, c'est le carton. C'est toujours sympa de voir des gens se prendre des râteaux, quoi, en quelque part. Si t'es pas prête à te salir ici, tu risques pas de faire la cochonne chez moi. Suivant. Pour la télé et pour l'audimat, ça fonctionne toujours, quoi. Et n'allez surtout pas dire à Calissa que l'on croit moyennement à la réalité de sa télé. Sunday, je suis sûr que physiquement, Sophia vaut 10 sur 10. Mais ça m'inquiète un peu qu'elle sente les poubelles à force de péter toute la journée. On leur dit jamais qui choisir, mais on les aide juste pour s'exprimer parce que ce ne sont pas des professionnels. Ok, ce qui est certain, c'est que cette drague de télévision donne des idées. Donc ça devient des programmes de pré-socialisation qui nous apprennent ensuite comment parler, comment aborder une fille. Donc en quelque part, les gens se mettent à ressembler à ce qu'ils voient à la télévision. Et le Jones n'a pas fini de draguer comme dans Dismissed. Je l'ai vu tomber, je me suis dit, c'est l'occasion de lui tomber dessus, du genre, oups, c'est un accident. Depuis quelques semaines sur Virgin 17 est diffusé Next, Made in France. C'est une fidèle adaptation de l'émission américaine et ça respecte tous les codes en fait de l'émission, que ce soit le bus, les activités, les candidats. On retrouve vraiment l'univers de l'émission américaine. Alors... Je suis désolé, t'es trop vulgaire pour moi. Je suis vraiment désolé. Vulgaire, tu trouves? Je vais dire Next, direct. En même temps, on pouvait difficilement faire plus universel comme concept. Les programmes de rencontres sont populaires dans le monde entier. Voilà ce que j'ai appris. Fin de notre date avec la prêtresse de la drague télévisée. Elle réfléchit en ce moment à un nouveau show de rencontre à la sauce Nouvelle Star. Ça promet. Anne de la Starac, ça vous dit quelque chose? Saison 3, élimination la 7e semaine. Anne n'en veut pas du tout à ceux qui l'ont oublié. Elle nous offre un petit morceau de réjouissance sur le net, le glossaire de l'académicien, les kilos perdus et repris, les amourettes, les enjeux de la spéciale tournée, les chouchous de la prod. Anne nous dit absolument tout sur la nouvelle saison. Une chronique croustillante pour les amateurs. Morceau choisi par Théodore Bourdeau et Karim Hamzaoui. Quoi de neuf dans la webzone cette semaine? Vous reconnaissez cette blogueuse? Non? Allez, flashback. Ah, tu verras, tout recommencera. En 2003, Anne participe à la Star Academy pendant 7 semaines. Aujourd'hui, elle a repris ses études et elle tient depuis octobre un blog sur le site d'info leposte.fr. Forte de son expérience d'ex-candidate, elle y décrypte la saison en cours de la Starac.
L'intérêt pour moi de cette chronique, c'était à la fois de faire découvrir un peu l'envers du décor, les coulisses, et puis en même temps, moi, en tant qu'ancienne candidate, de revenir sur cette expérience 4 ans après, voilà, avec un regard un peu détaché, un peu amusé. Les coulisses du château, les rouages des primes ou les gros tracas de la vie d'académicien. Ils sont salauds quand même, hein. De laisser ces images. Anne ne rate pas une émission et met en ligne ses explications dans la foulée. Je sais repérer que, voilà, que par exemple, quand on voit un tel ou un tel pleurer, et qu'on se dit toujours, mais c'est pas possible, ils sont tout le temps en train de pleurer là-dedans. Bon, bah, c'est pour des raisons qu'on connaît pas forcément. Par exemple, il y a des interviews jusqu'à très tard dans la nuit pour boucler les émissions quotidiennes. Et du coup, bon, bah, c'est sûr qu'au bout d'1 mois et demi, où on se couche tous les jours à 3h30 pour répondre à des interviews, et qu'on est un peu à cran, on se met à pleurer tout de suite. Moi, j'en ai marre. Et la Starac décryptée sur le web, ça marche. Le blog d'Anne cumule plus de 10 000 visites par article en moyenne. À part ça, dans la webzone, voici la campagne présidentielle américaine version fruits et légumes. Tonight, we're going to be hearing from the candidates themselves in our continuing coverage of the road to the greenhouse. C'est l'association américaine PETA qui fait dans la protection des animaux et la promotion de la nourriture bio qui a créé ce clip. Un débat où chaque candidat à l'élection américaine est remplacé par un aliment bio, évidemment. Ici, Fruity Giuliani, Celery Clinton, Broccoli Obama ou avec l'accent américain. Dijon McCain. If the 4 of us could just come together, I think our country would finally have a club sandwich. Des parodies sur le web pour convertir les Américains au végétarisme. L'idée n'est pas nouvelle. Il y a 2 ans, l'association PETA avait diffusé ce remake de la Guerre des Étoiles, version légumes. I am your father. Qui de Broccoli Obama ou de Celery Clinton dirigera le potager de la Maison Blanche à suivre sur le web. Enfin, dans la webzone, voici peut-être le nouveau Bill Gates. Il s'appelle Mark Zuckerberg. À 23 ans, c'est le créateur du réseau social Facebook qui met en relation plus de 60 millions d'utilisateurs dans le monde. Très rare. Dans les médias, le week-end dernier, Zuckerberg était l'invité du show télé américain 60 Minutes sur la chaîne CBS. Et on a appris plein de choses sur le plus jeune milliardaire des États-Unis. Par exemple, qu'il n'est pas très shopping. You don't look like you're buying really expensive clothes. No, I'm not buying really expensive clothes. Are you buying things? Are you buying things that you would No, I have a little like 1-bedroom apartment with a mattress on the floor. That's where I live. On a aussi appris que Zuckerberg est un patron super sympa avec ses employés. Au bureau, il les laisse faire ce qu'ils veulent dans une ambiance à la cool. Ce reportage était très attendu par les blogueurs. Pourtant, il n'a pas convaincu les téléspectateurs. Il n'était que 9 600 000 devant leurs écrans, soit la plus mauvaise audience de la saison pour 60 Minutes. Voilà, plus clair, c'est fini. Désormais, vous pouvez retrouver l'émission en ligne sur le site canalplus.fr. Je vous retrouve samedi prochain, 12h45. Et d'ici là, ouvrez grand vos yeux.